Damon, bonjour. Bonjour. La sécurité sociale et sa situation, le financement de tout le système, les remises en cause de cet acquis, on va parler de ça. Julien Damon, vous êtes professeur à Sciences Po et à l'École des Ponts, grand spécialiste des questions sociales. Alors, Julien Damon vient de fêter les 80 ans de la Sécu. Est-ce que c'est le dernier anniversaire avant l'entrée en dépendance ? Alors il faut décortiquer un peu cette question d'ambiance, parce qu'il y a un jeu de mots, il y a le lien avec la dépendance, qui est donc, comme nombre de personnes le savent, un élément du 5e risque de sécurité sociale. Mais comme je vous sais taquin, derrière la question, il y a la dépendance financière, la dépendance de la Sécu au FMI ou à la BCE. Donc ce que vous me posez comme question, c'est a-t-on fait le dernier feu d'artifice pour ce système qui a 8 décennies avant qu'il sombre dans une faillite considérable? La réponse c'est non. Mais je vais la pondérer. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, je mets mes deux mains à couper, un 90e anniversaire de la Sécu, un 100e, un 110e. Ce système n'aura pas forcément la même voilure, les mêmes formes que ce qui était prévu en 1945 et la même intensité, la même densité que ce qui est en place aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que planent en effet des risques très importants de crise des finances publiques et la protection sociale, au sein de laquelle la sécurité sociale est le vaisseau amiral, est la principale des dépenses publiques. Premier chiffre, parce que quand on parle de sujet, il y a toujours plein de chiffres, les dépenses sociales, c'est 60% des dépenses publiques. Donc oui, si crise des dépenses publiques il y a en raison d'un surendettement extrêmement problématique, il y aura des problèmes dans la sphère de la dépense sociale. Ceci dit, je ne pense pas que les caisses d'assurance maladie, les caisses de retraite soient sous tutelle de la BCE ou du FMI. Voilà. Alors, pour expliciter tout cela, vous publiez un petit éloge de la Sécu, presque la taille d'une carte vitale, aux éditions Sciences Po, Les Presses. C'est un ouvrage qui est un hommage, ce sont aussi des questionnements, des contestations, c'est un ouvrage synthétique et dense à la fois. Pourquoi dites-vous que ce sujet concerne absolument tout le monde ? Eh bien, parce que de la maternité à l'EHPAD, voire plus si affinité d'ailleurs, puisqu'il y a un risque d'essai qui consiste à financer, non pas pour vous, parce que à terme vous n'êtes plus concerné, mais pour vos proches, un capital qui permet de financer des obsèques. Donc de la maternité à la fin, nous avons tous, à un moment ou à un autre, contact avec les différentes branches de la sécurité sociale. Ça nous concerne tous, parce qu'on peut être malade, parce que la plupart d'entre nous, la quasi-intégralité d'entre nous, on sera un jour retraité, parce qu'on peut avoir un accident de travail, etc., etc., etc. C'est sur le volet dépenses. Nous bénéficions tous à un moment ou à un autre, beaucoup, trop, pas assez, mais en tout cas, nous bénéficions tous. Mais alors, autre sujet, nous cotisons tous. Alors, le financement est d'abord assis sur les cotisations qui reposent sur le travail, mais ne serait-ce qu'avec la TVA, parce que nous achetons un ouvrage, de la chicorée, un beau costume, de la chicorée, du café, ce que vous voudrez, nous payons de la TVA, n'est-ce pas? Et la TVA, aujourd'hui, est une des principales ressources pour financer, d'ailleurs, l'assurance maladie. Donc voilà, à un moment ou à un autre, nous sommes concernés, en termes de dépenses, de bénéfices, mais alors en permanence, nous cotisons. Alors, dans cet ouvrage, vous dressez le panorama de ce qu'est la sécurité sociale dans sa composition. Donc, effectivement, on parle là des branches maladie, accident du travail, vieillesse, famille et autonomie, dont on parlait tout à l'heure. Vous avez dressé le tableau budgétaire et financier de cet ensemble dans son poids. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les principaux postes de dépenses? Où va cet argent? Oui, il peut le faire. Alors, le principal poste de dépense de la protection sociale en général, ce sont les retraites. Ensuite, ce sont les dépenses d'assurance maladie. Mais il faut préciser un tout petit peu. C'est vrai que pour les Français, la sécurité sociale, c'est l'assurance maladie, sans compter les mutuelles. Voilà, là, j'espère que j'ai été à peu près clair. Ensuite, institutionnellement, il y a ces différents risques que vous venez d'évoquer, que sont certes l'assurance maladie, donc la santé, la retraite, les accidents du travail, historiquement le premier risque, la politique familiale et l'autonomie, c'est-à-dire la dépendance des personnes âgées et les difficultés des personnes handicapées. Mais s'ajoute à cela, par exemple, le chômage ou la lutte contre la pauvreté. Donc, dans son acception très large, qui est
ce que signifie sécurité sociale à l'échelle internationale, c'est l'ensemble de la protection sociale. Si on prend l'ensemble de la protection sociale, la première dépense, et de loin d'ailleurs, ce sont les retraites. Pour caricaturer, mais pour donner les ordres de grandeur, les retraites, c'est la moitié des dépenses de protection sociale. Ensuite, pour un tiers des dépenses, c'est l'assurance maladie. Vous voyez, on a déjà plus de 80% des dépenses. Les autres ne sont pas des petits risques, au sens où, lorsqu'ils surviennent, ils sont problématiques, mais sont plus marginaux statistiquement, même si à chaque fois ça engrange des dizaines de milliards d'euros. Alors justement, quand vous décrivez ces grandes masses financières, on souhaiterait, on espère qu'elles sont bien pilotées, mais pourtant au début du mois, la Cour des comptes a alerté sur une véritable perte de contrôle de nos finances sociales globales. Après 15 milliards de déficit en 2024, on va atteindre 22 milliards cette année, et en 2026, 17 milliards. Comment, quand comprendra-t-on qu'on ne peut pas continuer ainsi ? Oui, on a l'impression d'être dans ce film célèbre, Un jour sans fin. Qu'il s'agisse des annonces habituellement de l'opposition qui va critiquer le gouvernement en place ou de celle de la Cour des comptes, qui prend toujours un ton de plus en plus alarmiste et de mon point de vue à juste titre, on a l'impression, on va dire, allez, depuis 3 ou 4 décennies qu'on va dans le mur. Et il est exact que, même s'il y a un sujet appelé au loup, on n'y croit pas, un jour nous serons vraiment dans le mur. Et c'est assez proche. Mais alors, généralement, on va parler du trou de la Sécu, voilà, qui est assez particulier parce qu'on arrive à singulariser ce que sont les recettes affectées à la sécurité sociale et les dépenses affectées à ce pan de la protection sociale. On ne peut pas le faire pour l'éducation nationale ou pour l'armée. On ne peut pas vous dire « Ah, il y a un trou de la défense ou un trou de l'éducation nationale ». Mais en réalité, je ne vois pas le poisson, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut raisonner sur les finances publiques. Je l'ai déjà dit, alors continuons, comme ça on ne va pas assommer de chiffres, on va les répéter. 60% de la dépense publique, c'est de la dépense sociale. Au regard des grands agrégats très problématiques de la dépense publique, principalement un endettement, qui est à plus de 110% du PIB, un jour viendra où ce sera très problématique de pouvoir refinancer notre dette. Deuxième chose, le coût des intérêts de la dette est désormais bien supérieur à ce que l'on dépense en politique familiale, par exemple. Et troisième sujet, on finance des dépenses courantes, que sont les remboursements de votre Doliprane ou la prise en charge de problèmes plus graves chaque année, ou encore une partie de vos futures retraites, en tout cas, peut-être pas de la vôtre, mais de ceux qui sont actuellement à la retraite, une partie de leur pension, par de l'endettement. C'est totalement illogique. Ça n'est pas fait pour fonctionner de la sorte. Donc je ne suis pas là pour tirer le signal d'alarme, être dans la locomotive des critiques avec la Cour des comptes et autres. Oui, c'est un sujet extrêmement sérieux qui est problématique au sens où je pense qu'une partie des gens n'y croient pas parce que depuis des années on leur serine la même chose. Et c'est vrai que si on dit on va dans le mur, au bout d'un moment on n'y croit pas, mais le jour où on va se prendre le mur en pleine figure, ça risque d'être problématique. Concrètement, qu'est-ce que ça pourrait dire ? Ça veut dire qu'on ne va pas mettre fin à la sécurité sociale, mais oui, il pourrait y avoir des remboursements moins importants d'assurance maladie, des pensions qui soient probablement pas drastiquement réduites, mais significativement réduites, c'est ça qui pourrait se produire. Alors justement, vous le citez comme une conséquence de ce aller dans le mur, mais j'avais envie de vous proposer de vous saisir d'une baguette magique. Si vous aviez une ou deux réformes radicales, forcément, la période est propice, eh bien, que faudrait-il faire de votre point de vue, alors soit de manière simple, soit de manière complexe ? Alors, c'est de façon complexe politiquement, parce que tout le monde est d'accord pour réformer le système à la condition expresse que ça lui bénéficie ou que ça n'ait pas d'impact sur lui. Donc tout le monde est d'accord pour réformer le système à condition que ce soit les autres qui trinquent. Bien. Et réformer, ça veut dire de toute façon faire des perdants. Donc je saisis ma baguette magique, qui est en fait un fouet pour m'auto-flageller quand je vais dire ce que je pense. Bon, il y en a d'autres, que le sujet clé, ce sont les retraites. Pourquoi ? Je le répète, c'est parce que la moitié des dépenses de protection sociale, ce sont les retraites. Comme 60% des dépenses publiques, ce sont des dépenses sociales, faites la règle de 3, en gros, plus du quart des dépenses publiques, ce sont des dépenses de retraite. Et c'est pas parce que c'est le plus gros morceau qu'il faut le réformer, c'est parce que les paramètres, aujourd'hui, correspondent, je pense, à les compromis français d'un autre âge. Je vous prends un exemple. Quand en 1945, voilà, on crée la sécurité sociale,
développe, on appelle à la généralisation des retraites. L'espérance de vie est inférieure à 65 ans. On fixe l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Donc c'est, et je cite la doctrine, une escroquerie, vraiment. C'est-à-dire que les ouvriers n'arrivent pas à 65 ans, ils payent des cotisations, et en fait, ils payent les retraites des cadres. Aujourd'hui, l'espérance de vie, elle est en moyenne à 80 ans. Et on a abaissé l'âge de départ à la retraite. Donc très bien, on a inventé un nouvel âge de la vie, plutôt heureux d'ailleurs, qui permet aux croisiéristes de gagner des sous, même s'il demeure quelques situations difficiles parmi les retraités. Enfin, on a une période de congés payés très longue pour des personnes qui, pour nombre d'entre elles, pourraient continuer à exercer une activité professionnelle. Pour certaines d'entre elles, pénibilité oblige, bien sûr, c'est très compliqué. Mais en gros, le gros sujet, qui est à la fois baguette magique et appôt à controverse, c'est celui de l'âge du départ à la retraite. Voilà, donc ma baguette magique, c'est que, notamment du côté des cadres, on puisse travailler, vous allez au moins jusqu'à 70 ans. Boum. Vous ne changez pas du jour au lendemain, tout cela, mais en quelques années, vous rééquilibrez quelques comptes. D'autres l'ont fait. Alors, depuis une quarantaine d'années, on entend des critiques fortes, la Sécu est trop coûteuse, la Sécu est inefficace, la Sécu est bureaucratique, la Sécu décourage du travail. Est-ce que ça vous paraît fondé? Et puis, peut-être pour faire le contrepoint, pourriez-vous nous dire, parce que c'est quand même un des points importants de votre éloge de la Sécu, quels sont les acquis? Ça fait beaucoup de choses. Alors, premier élément, la Sécu décourage du travail. Il faut voir de quoi on parle, quel élément de la Sécu on parle. Il y a certains pans de la protection sociale qui sont explicitement faits pour vous désinciter au travail. Les retraites, par exemple, elles sont en place pour que vous cessiez votre activité professionnelle. Les accidents du travail, les indemnités journalières d'assurance maladie, elles sont là pour compenser le fait que vous avez des difficultés pour travailler. Et c'est très heureux. Donc, il y a un élément de la polémique à la française qui porte sur l'assistanat. Alors, juridiquement, les prestations d'aide sociale, d'assistance ne sont pas des prestations de sécurité sociale. Le RSA n'est pas une prestation de sécurité sociale, c'est une prestation d'assistance. Mais je vous passe cela. Oui, il y a une partie des prestations sous conditions de ressources qui, sans forcément dans leur barème désinciter à l'activité légale, conduisent quand même à de l'activité un peu grise, sombre, illégale. Pourquoi cela? Je vous le dis, le RSA, c'est en gros 600 € par mois. Personne ne conçoit que l'on puisse vivre correctement avec 600 € par mois. Donc on est contraint de bricoler à côté. Voilà, il y a des incitations, il faut la regarder sur les différents pans. Sur les coûts, oui, c'est un système très coûteux, au sens où l'ensemble de la protection sociale correspond au tiers du PIB en France. Cocorico, on est en l'espèce, avec cette métrique, les champions du monde, bien, mais c'est pas pour cela que c'est trop, ou qu'à l'inverse, c'est assez, puisque s'il s'agit de regarder la dépendance des personnes âgées, la pauvreté des enfants, les déserts médicaux, ça n'est pas très reluisant. Si on prend même un indicateur qui s'est dégradé, la mortalité infantile, non, on va pouvoir faire mieux avec l'effort que l'on veut bien tous consentir. Sujet important, c'est ce que pensent les Français là-dessus. Les 2 tiers d'entre eux pensent qu'en effet le système est cher. On leur pose la question de façon barométrique, c'est-à-dire de façon régulière, en l'espèce tous les ans, et oui, c'est cher. Est-ce que les prestations, les garanties sont satisfaisantes? Les prestations de protection sociale, voici le libellé de la question, et bien là, les 3/4 d'entre eux disent oui. Ouais. Donc, ils aiment la Sécu, c'est un sujet, ça. On dit souvent les Français sont attachés à la sécurité sociale. Oui, c'est documenté, c'est vrai. Et chose plus piquante, un peu rigolote, c'est qu'on leur demande aussi si leur modèle peut servir de modèle aux autres. Et là, 80% des Français disent oui, notre modèle peut servir de modèle aux autres. Et c'est pas totalement faux. Si une partie de la France regarde à juste titre avec inquiétude les évolutions du système, une grande partie du monde regarde encore la sécurité sociale à la française. Ne connaissent pas forcément les mots, mais regarde la France comme un pays où les aléas de la vie sont plutôt bien couverts. Mais bon, le principal enjeu quand même est un enjeu financier, c'est vrai. Et cette sécurité sociale, qui, en tout cas dans sa forme actuelle et évolutive, date de 1945, est-ce qu'on peut dire qu'elle a des acquis différents de ceux d'autres pays, ou en tout cas qui marquent sa singularité?
Je n'ai pas répondu à votre question, c'est vrai, sur les acquis. Alors, je vais le faire. Sans qu'il distingue forcément grandement la France. Ce sont nos cocoricots, même si certains peuvent être légitimes. Comment les résumer, ces acquis, ces performances, sur 8 décennies hein, ce qui n'empêche en rien les critiques contemporaines. Sur 8 décennies, l'espérance de vie a progressé de 20 ans. C'est quand même pas mal dans l'histoire de l'humanité. Alors, certains aficionados disent « Ah, c'est grâce à la Sécu ». C'est discutable, c'est grâce au progrès médical. Voilà. La Sécu ne fait pas le progrès médical, elle y contribue, mais surtout ce qu'elle permet, c'est à tout le monde d'en bénéficier. Voilà. Sans socialisme excessif, ce que permet la Sécu, c'est à tout le monde de bénéficier de ce progrès médical. Ça, c'est sur le volet médecine. Sur le volet retraite, oui, on a inventé cette autre âge de la vie. Les personnes qui ne pouvaient plus travailler car trop âgées auparavant, très souvent mouraient dans la misère. Et aujourd'hui, c'est totalement inversé. C'est-à-dire qu'auparavant, les pauvres étaient les retraités, les personnes âgées. Aujourd'hui, ce sont les jeunes. En tout cas, on a permis à la très grande majorité des retraités de vivre une période heureuse. Plus globalement, et ça peut-être par rapport à d'autres pays, la France peut se distinguer, l'objectif de la sécurité sociale, c'était, alors ce n'était pas explicitement labellisé de la sorte, mais ça se comprend, c'était de lutter contre l'insécurité sociale, lutter contre, je prends les termes de l'époque, la hantise du lendemain. Alors certes, il y a de la précarité, de la vulnérabilité, des inquiétudes, d'autres risques climatiques, tout ce que vous voudrez bien sûr. Mais en 8 décennies, tout ceci s'est considérablement atténué. Et dans d'autres contextes, dans d'autres modèles de protection sociale, non, ça s'est moins atténué. Je ne saurais dire quand même que la France se distingue au firmament dans les modèles de protection sociale. Mais enfin, tout de même, sans être le meilleur modèle du monde, comme on l'a longtemps seriné autour de l'assurance maladie, si les Français considèrent qu'à certains moments, pour des raisons bureaucratiques, c'était contenu dans votre question, parce qu'ils pestent et ils râlent, et à juste titre, contre certaines lenteurs, par exemple, s'ils considèrent que ceci peut être un enfer, si on regarde avec un prisme mondial, c'est plutôt un paradis. Alors ce paradis, effectivement, on l'a dit, il a un coût. Si l'on se penche un peu plus sur le cas de la santé, donc de l'assurance maladie, on a un système, vous l'avez évoqué rapidement, avec un régime obligatoire, un régime complémentaire. Ouais. Cette dichotomie, peut-être qu'elle est une part de l'originalité française, on a voulu la fondre à un moment, ça fait partie de ces débats qui surgissent et puis qui s'étouffent, dans une grande sécu. Ouais. Est-ce que ce genre de débat ou d'action vous semble utile ? Le genre de débat, la controverse est très important, en effet, quant à savoir ce qu'est la performance des différents étages de notre système de protection sociale en espèces d'assurance maladie. Donc en gros, 80% de vos coûts de santé sont pris en charge parce que vous baptisez, vous Xavier et le monde entier, en France, la Sécu, votre caisse primaire d'assurance maladie, enfin votre assurance maladie de base, ce que permet votre carte vitale. Voilà. Maintenant, la quasi-intégralité de la population a également un étage complémentaire que l'on baptise les mutuelles, même si juridiquement ce n'est pas toujours des mutuelles. Alors ça ne fonctionne pas de la même façon, c'est pas financé de la même manière. Et c'est privé. Oui, alors vous avez 3 familles de complémentaires. Vous avez les familles lucratives, privées lucratives, ce sont des assureurs commerciaux, AXA au premier chef pour une grande entreprise française. Vous avez des instituts de prévoyance, des instituts très particuliers gérés par les partenaires sociaux. Et puis vous avez les mutuelles, qui sont, comme les instituts de prévoyance, des organismes privés, mais sans but lucratif. Alors, la coexistence de ces deux systèmes fait débat depuis longtemps. D'abord, parce qu'historiquement, la Sécu s'est créée à côté, voire contre les mutuelles. Les mutuelles préexistaient à cette organisation assise sur la solidarité nationale qu'est la sécurité sociale. Et donc il y a toujours eu des liaisons difficiles, sans être forcément dangereuses entre les deux systèmes. Aujourd'hui, ce qui est mis en avant avec de plus ou moins bons arguments, c'est les coûts de gestion. Les coûts de gestion des complémentaires sont égaux aux coûts de gestion du régime de base. Alors, quand je dis ça, les spécialistes disent « Ah oui, tiens, il vous connaît son truc, les autres ne comprennent plus trop bien. » Mais enfin bon, je précise, vos régimes de base, c'est 80% de vos dépenses de soins. Okay, les régimes complémentaires, c'est 10%. Donc oui, vous payez plus cher en coût de gestion les tâches complémentaires. Alors voilà, certains avec une baguette magique vous disent « Hop, fis ça,
on fusionne. Il n'est pas évident que ce soit d'une part réaliste, il faut un grand plan quand même de sauvegarde de l'emploi, même si ce n'est pas, je pense, un des arguments essentiels à avoir à l'esprit, mais la coexistence des deux éléments permet, oui, de l'innovation, permet d'investir dans la prévention. Alors c'est un peu le discours des complémentaires, de dire on y met par exemple meilleur en prévention. Si elles arrivent à le démontrer, c'est utile. Alors, l'idée de grande sécu, c'est la fusion des deux étages. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut une grande sécu, au sens où il faut une protection sociale efficace et qui complète, qui couvre vos risques assez complètement. Est-ce qu'il faut bien séparer les risques? Par exemple, que les gros risques graves soient de la responsabilité de l'assurance maladie et que les petits risques, vous vous assuriez par les complémentaires? Est-ce qu'il faut en finir avec cette dichotomie qui fait qu'on va vous rembourser 10 centimes pour vos verres de lunettes et le reste par l'assurance maladie et le reste par les mutuelles? Je pense que oui, derrière la question de poser, c'est est-ce que c'est des questions légitimes? Oui, c'est des questions très légitimes qui n'ont jamais été tranchées parce qu'il y a évidemment des inerties, des intérêts, des institutions en place, mais sans plaider pour la grande sécu qui est la fusion des deux étages, c'est de toutes les manières une question qui va revenir, oui. Alors, j'ai une question pour vous qui est un fin observateur de ce monde de la sécurité sociale. Thomas Fatome, Marguerite Cazeneuve, Nicolas Grivel, Maëlys Le Baillon, Renaud Villard, ce sont des noms qui ne parlent pas au grand public, mais qui gèrent ensemble un budget supérieur à celui de l'État. Que pense le sociologue de ces lieux de pouvoir, de cette forme de concentration du pouvoir? Y a-t-il une anomalie démocratique? Non. Alors je réponds très rapidement non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nos petits camarades dont la fonction est de diriger les caisses nationales de sécurité sociale. Ce sont des hauts fonctionnaires qui sont à la tête des caisses nationales de sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance maladie, la caisse nationale des allocations familiales, la caisse nationale d'assurance vieillesse, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Voilà un peu les personnages que vous avez cités. Ce ne sont pas eux qui décident de dire dans leur bureau, tiens, paf, on va augmenter telle ou telle cotisation, on va baisser ou augmenter telle ou telle prestation. Tout ceci se décide au Parlement. Donc oui, c'est très démocratique. C'est très démocratique, alors avec des singularités françaises. Nous sommes un des seuls pays au monde, si tant est qu'on ne soit pas l'unique, avec 2 monuments législatifs annuels qui sont débattus. Et ces temps-ci, nous sommes fin 2025, dans des conditions quand même très singulières du village d'Astérix, au Parlement. L'une de ces lois porte sur les finances de l'État, l'autre porte sur le financement de la sécurité sociale. Donc je vous réponds en vous disant non, non, c'est parfaitement démocratique et c'est pas une élite comme ça un peu désincarnée, d'énarques qui seraient à la tête de nos systèmes. Il n'y a pas que des énarques, en plus de ça, c'est tout à fait secondaire. Hein. Ça reste dans des courroies démocratiques qui elles-mêmes peuvent être critiquées. Parce que si je suis là en train de dire non, non, c'est parfaitement démocratique, ça ne veut pas dire que ça marche bien, que c'est pas opaque et que les gens y comprennent quoi que ce soit. Non, je pense que les gens n'y comprennent rien. Et ça c'est un problème démocratique. Ouais. Alors justement, puisque vous enfourchez quelque part le regard des critiques, dans votre ouvrage, ce qui est intéressant, c'est que vous ne vous contentez pas de faire un panorama de ce monde de la sécurité sociale, mais que vous prenez, vous étudiez les contestataires de ce système, notamment les objections libérales ou libertariennes. Alors, face à une situation catastrophique du point de vue économique en Argentine, on a vu Javier Milei utiliser sa tronçonneuse. Symboliquement, il a tranché dans les dépenses et les budgets. C'est l'image qui a résumé la pensée libertarienne à travers le monde. Alors, au-delà de ce cliché, que disent les libertariens de notre système de protection sociale qui puissent nous faire réfléchir? Alors, l'objection libérale est une objection fondamentale, avec sa cohérence. C'est une pensée très conséquente. Et elle accompagne le développement de la protection sociale avec des débats très puissants au XIXe siècle. Jusqu'où est-il légitime d'obliger à s'assurer? C'est ça la grande question qui est posée. Pour le libéral conséquent, il n'y a strictement aucune raison à obliger qui que ce soit à s'assurer. Alors aujourd'hui on parle des libertariens. Les libertariens, c'est aujourd'hui les
les libéraux intégristes, le libéralisme intégral. Les anarcho-capitalistes. Il y a en plus plusieurs sectes. Il y a des écoles. Il y a des écoles, il y a des bagarres d'écoles, il y a les anarcho-capitalistes, etc. Alors il y a une formule que j'aime bien qui est de dire que voilà, la pensée libertarienne résumée, c'est je me battrai jusqu'au bout pour qu'un couple homosexuel puisse défendre avec ses armes son champ de cannabis. Voilà, c'est ça le grand principe. Faites ce que vous voulez. C'est, pour résumer en prenant le titre d'un ouvrage d'un penseur libéral français, Alain Laurent, du XXe siècle, très critique à l'égard de la sécurité sociale, etc., c'est solidaire si je veux. Voilà. Solidaire si je veux, ça compte énormément. Et le système de protection sociale à la française n'est pas critiqué par des méchants libéraux. On a toujours l'impression d'une dualité ou d'une dichotomie entre les gentils qui sont ceux qui sont pour la sécurité sociale et les méchants ceux qui sont contre. Non, ceux qui indiquent que certaines difficultés sont intrinsèques au système n'ont pas tort de le dire. La question première derrière tout système assurantiel, c'est l'aléa moral. Si je suis protégé, ça va changer mes comportements. Que vais-je faire? C'est la question de la responsabilité individuelle. Et là, en l'espèce, sans entrer dans 1000 développements, nous sommes tous responsables de la sécurité sociale. Si on passe son temps à faire du nomadisme médical, si symétriquement certains professionnels de santé s'exonèrent de responsabilité éthique et surfacturent, font ce qu'ils veulent, ça peut verser dans la fraude, mais ça verse aussi dans le fait que certains puisent dans le pot commun. C'est ce que ne dénoncent pas les libéraux, c'est ce qu'ils ont à l'esprit fondamentalement. Et ce que je trouve important, plus généralement, c'est qu'il y a une forme d'hémiplégie de la pensée sur la sécurité sociale. Les libéraux considèrent que la sécu, la protection sociale à la française est devenue un monstre soviétiforme qui nous conduit à la faillite horrible. Et les solidaristes, voilà, c'est l'expression que l'on emploie, sont là en train de dire que c'est un monument de réalisation des droits de l'homme. C'est assez compliqué quand les deux s'affrontent. Ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer aux libéraux les mécanismes du système, qui ne sont pas si pourris que cela, et d'expliquer surtout aux solidaristes, regardez la puissance de la pensée libérale. Et surtout que, regardez bien ce qui se passe. Parce que quand on parlait des penseurs libertariens, il y en a des penseurs libertariens qui vont très loin, parfois ça surprend même. Certains vont vous dire que les fonctionnaires sont des criminels contre l'humanité, etc. Enfin bon, bien, là les formules derrière, il y a des choses qui coupent le souffle. Mais c'est à connaître, il faut les connaître. Auparavant, on aurait tendance de nous, ça ne représente rien. Ouais, ça ne représente rien. En France, c'est vrai, ça ne représente vraiment pas grand monde. En revanche, vous parlez de Javier Milei, on pourrait ajouter le président Trump, que l'on l'aime ou non, il est inspiré, en tout cas son entourage est inspiré de ses pensées, donc oui, il faut les connaître. Alors justement, vous avez le choix de ne pas rester franco-français dans votre observation. Vous avez décidé d'explorer les États-Unis, leur système de sécurité sociale. Alors, c'est peut-être pour nous faire sentir un peu plus l'originalité de notre modèle. Dans ce pays-là, on a une espérance de vie à la naissance de 77 ans. Et pourtant, on paie très cher pour ce rendu-là, 18% du PIB, alors que la France est à 12% du PIB. Comment les Américains acceptent cette relative inefficacité de leur système? Oui. Alors là, on parle bien de la sécurité sociale en sens d'assurance maladie. Alors moi, je suis allé voir tel Tocqueville de la sécurité sociale en Amérique. La première chose à dire avant de vous répondre, c'est que la sécurité sociale, alors forçons le trait, elle est quasiment née aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en 1935, cette année 2025, on a fêté non pas les 80 ans de la sécu américaine, mais les 90 ans de la sécurité sociale américaine, sous Roosevelt, période post-New Deal, enfin dans le New Deal, post-crise de 1929, on met en place non pas un système d'assurance maladie obligatoire, mais des retraites de base et un système d'assurance chômage. Et bon, ça c'est pour la doctrine juridique, l'expression de sécurité sociale, elle pénètre le droit avec cette création, le Social Security Act de août 1935, c'est la création de la sécurité sociale. Alors je force un peu le trait, les experts me gronderont, taperont sur les doigts, etc. Mais c'est pour dire d'abord que oui, la France n'a pas créé la sécurité sociale pour le monde entier. En 1945, elle était presque en retard par rapport à un nombre d'autres pays riches. Mais ce que n'ont pas fait les États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas fait ce que la France a réalisé, c'est-à-dire une assurance maladie universelle. Tout le monde est couvert. Et c'est ce qui leur manque. Et répondre à votre question, c'est indiquer que la plupart des Américains sont favorables
à une assurance maladie universelle. Qu'est-ce qui a été fait dans les années récentes et qui a percolé dans le débat public français sous Obama a été mis en place un Obamacare, le terme qui a été employé, et qui consiste à aider les classes moyennes inférieures à se payer un contrat d'assurance privée. Parce qu'aux États-Unis, les plus âgés sont pris en charge par un système connu qui s'appelle Medicare, et les plus pauvres le sont également par un autre système fédéral qui s'appelle Medicaid. Pour le reste, les gens qui travaillent dans les grandes entreprises, habituellement, voient qu'une partie de leur salaire part en prime pour les assurances qui ont été négociées par leurs entreprises. Mais le problème, un des graves problèmes américains, c'est les indépendants à faible revenu et les gens qui travaillent, classe moyenne inférieure, dans des petites entreprises qui n'ont pas les moyens de payer les primes des compagnies d'assurance. Alors, allons au fait, le sujet est tout à fait étonnant parce que les États-Unis sont le pays, vous l'évoquez, qui dépense le plus en matière de santé en général, 18% du PIB, contre 12% chez nous, et vous avez près de 10% de la population qui n'est pas assurée. Hein. Et vous citez une espérance de vie plus faible qu'en France, mais le problème est encore plus grave, c'est qu'aux États-Unis, depuis 5-10 ans, l'espérance de vie baisse. Voilà. Comment conclure tout cela? Eh bien, chers amis américains, regardez ce que nous avons fait. Cocorico, ça a 1000 défauts, vous pouvez le traiter de communiste, ce que vous voudrez. Enfin, nous, on a une espérance de vie qui continue à progresser. On a des problèmes financiers, mais vous aussi. En tout cas, d'une part, on ne laisse personne mourir dehors, même si aux États-Unis non plus. Mais si vous risquez d'y passer, vous ne risquez pas, en France, d'être totalement ruiné. Donc, non, à comparer les systèmes, moi, je pense que le béret français est supérieur à la casquette de baseball américaine. Voilà. Bon, ce n'est pas un scoop en soi, d'ailleurs, mais c'est bon de dire... Après analyse, oui. Après analyse, exactement où nous en sommes. Alors, tout à l'heure, quand je vous ai proposé une baguette magique, vous n'avez pas utilisé tous les sorts qu'elle pouvait donner, parce que, par ailleurs, vous avez récemment publié un essai qui s'appelle « Les batailles de la natalité » aux éditions de l'Aube. Très bon livre aussi. Excellent. Et c'est peut-être une solution pour l'avenir de notre système de protection sociale, la natalité. À l'heure où l'on préconise le réarmement démographique, vous avez voulu analyser le lien entre notre fécondité et les dépenses sociales. Alors, un bébé, ça va. 3 bébés, bingo, tu sauveras la Sécu? Non. La Sécu 45, elle est née dans un triple contexte qui s'est totalement transformé. Enfin, 3 dossiers sont transformés. Je pense à vous dire cela parce que d'abord, c'est la démographie. Évidemment. 45, c'est le début du baby-boom. Et puis, le système de protection sociale fonctionnant par répartition pour les retraites, mais également pour l'assurance maladie. Hein. La répartition, c'est vous ne mettez pas dans un pot dans lequel vous allez piocher, vous mettez dans un pot commun dans lequel ceux qui ont des besoins, les pensionnés, piochent et les malades piochent. Bien. Donc, ça fonctionne avec une démographie dynamique, ou à tout le moins équilibrée. Ça n'est absolument plus le cas aujourd'hui parce qu'il y a ce phénomène de grand vieillissement, l'espérance de vie qui progresse, et puis la fécondité qui baisse puissamment, même si la France, une nouvelle fois, Cocorico, demeure, certes, à un étiage faible, mais en tout cas au premier rang des pays occidentaux en la matière. Donc, premier problème, c'est cette démographie. Deuxième chose, qui peut avoir un lien, c'est une croissance atone, 45, 75, certes baby-boom, mais 30 glorieuses, croissance très rapide, qui permet de financer le système. Aujourd'hui, croissance faible, alors que les coûts de santé augmente quasi inexorablement. C'est lié à notre vieillissement à nous deux, mais à tout le monde qui vit en France. Et puis troisième sujet sujet grave, c'est que la Sécu a pu se développer en bénéficiant des dividendes de la paix. Quand les troubles géopolitiques deviennent très importants et que nous sommes sommés, en tout cas que l'on nous demande d'affecter davantage de sous à la défense, il faut voir où on va piocher. Et le gros réservoir, c'est quand même les dépenses sociales. Alors, ce petit truc évoqué sur la démographie, la politique familiale à la française a longtemps été célébrée comme permettant au moins le renouvellement des générations, ou presque le renouvellement des générations, modulo l'immigration. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. C'est pas parce qu'on fera d'un coup de baguette magique plein de bébés qu'on sauvera le système. Pourquoi cela? C'est parce que ce que l'on veut, en fait, c'est pas des bébés.
c'est des cotisants, c'est des gens qui vont permettre d'équilibrer le système. Donc je pense qu'il faut d'abord, hélas, pour ceux qui n'aiment pas entendre cela, travailler davantage. Donc oui, travailler davantage chez les seniors. Alors on dit tout de suite, ah ben les entreprises françaises ne sont pas prêtes. Oui, 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 tout ceci est vrai. Mais enfin, fondamentalement, plutôt que d'imaginer que des bébés dans 20 ans vont sauver le système en cotisant, c'est en travaillant plus tard. C'est aussi en travaillant, de mon point de vue, plus tôt. Pas les bébés, pas les enfants, et qu'on fasse des études moins longues, parce qu'une partie des études, allons directement au fait, ne servent pas à grand-chose, et vous seriez mieux à exercer une activité professionnelle plus tôt, vous cotiseriez, vous seriez plus indépendant, vous pourriez peut-être trouver un conjoint plus tôt avec lequel vous pourriez réaliser votre désir d'enfant. Et je termine sur cette affaire assez importante qui est que souvent on fait un lien entre la politique familiale et la fécondité, entre toutes les dépenses et la fécondité, le lien en réalité est assez ténu. Et donc puisque vous me parlez de baguette magique, moi si j'avais la baguette magique de la politique familiale, je rebasculerais une partie des prestations, notamment les allocations familiales, vers ce qui est le secteur où les manques sont les plus flagrants, c'est le secteur des petits-enfants, les 0-3 ans, pour que chaque parent, chaque futur parent ait la garantie d'avoir une place de garde pour son futur enfant. Voilà. Donc sans que ça coûte davantage, je pense qu'il faut rebasculer à l'intérieur de la politique familiale. Alors, ce qui est fascinant avec vous, c'est qu'on bascule dans les générations. On a parlé du grand âge. Là, on était sur les bébés. Je vous propose d'aller sur la génération des étudiants. Ah oui. Vous êtes conseiller scientifique à l'EN3S. C'est une sorte d'ENA de la sécurité sociale. Vous voyez les nouvelles générations de gestionnaires de notre service public. Oui. Qu'en diriez-vous sur le plan des profils de ce que sera la Sécu de demain à visage humain? La Sécu ne sera pas faite que des dirigeants de la protection sociale, formés dans cette école d'élite de la République qu'est le N3S. Elle est faite des centaines de milliers de personnes qui exercent. Donc, premier problème, on a des problèmes de recrutement. On a des problèmes de recrutement dans tout le secteur sanitaire et social. Ça va de former des médecins jusqu'à trouver des gens qui voudront exercer ces métiers compliqués comme le travail social. Et pour vous répondre, également, l'attractivité d'une école comme le N3S, pourtant pour des métiers absolument formidables. Faites le N3S, postulez. Vous avez des conditions de travail, des conditions de rémunération qui sont attrayantes et des métiers qui, puisque les jeunes cherchent cela, qui donnent du sens à votre existence, à vos activités professionnelles. Mais hélas, nous observons aujourd'hui des difficultés d'attractivité. Par exemple, auparavant, c'était une filière connue en sortant des instituts d'études politiques. Ça l'est un peu moins. Les étudiants connaissent moins, ça leur est moins proposé. C'est vrai plus globalement du service public. Moi, ce que je pense, c'est que les écoles de service public, qu'il s'agisse de devenir dirigeant de la Sécu, commissaire de police ou officier de gendarmerie ou directeur d'hôpital, etc., sont bien moins connues qu'elles ne l'étaient auparavant. Alors, les enfants de fonctionnaires savent que cela existe, les autres en entendent de moins en moins parler. C'est assez problématique. Et je réponds quand même à votre question après mon lent dégagement et ma pub pour le N3S postulé. C'est que on fait des super podcasts à le N3S en ligne, gratuits. Absolument. Formidable. Je confirme. Bon, non, mais vous avez quand même des gens qui sont assez militants de la sécurité sociale. Je pense là au profil EN3S, qui aiment cette institution, qui connaissent plus ou moins bien dans leur histoire, mais c'est pas ce qu'on leur demande. Ce qu'on leur demande, c'est de gérer au mieux les prestations avec une certaine productivité afin que les gens soient satisfaits du service. Donc c'est plutôt des représentants d'un service public moderne et engagé. Voilà, je le dis avec des mots un brin pompeux, mais c'est assez exact dans la caractérisation des profils de ces étudiants qui, je pense, pourraient provenir quand même d'autres horizons, d'écoles d'ingénieurs par exemple, davantage d'écoles de commerce, etc. Il faut faire du management, un management particulier, mais c'est assez peu connu. Il se trouve que depuis 10 ans, moi j'ai un cours à HEC d'introduction aux politiques sociales. Alors j'arrive avec mes stylos N3S, je fais la pub, etc. Et je crois que oui, en 10 ans d'activité, j'ai réussi à persuader une élève de faire le N3S. Donc c'est pas mal sur, je sais pas, 10 ans, 50, 500 élèves, il y en a une qui a fait le N3S. Bon. Mais il en faudrait davantage. Bien. Julien Damon, on arrive un peu au terme de notre échange et j'aimerais vous poser 2 questions personnelles. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Constructif. Vous êtes connu pour l'éclectisme de votre pensée que vous déployez chaque semaine dans le magazine Le Point. On dit parfois que les sociologues se contentent d'observer, parfois loin du réel. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette vie à côté ?
Oui, alors, très jolie formulation, une jolie question. On peut répondre en citant Weber, en vous expliquant que le métier de politique n'a rien à voir avec celui de savant, ce qui est tout à fait exact. On doit se débarrasser de ses convictions pour observer la réalité, l'analyser. Et puis, dans une certaine mesure, si on veut agir, se débarrasser véritablement des savoirs qui sont problématiques, sinon on est freiné. Donc quand on a dit ça, j'ai bien noyé le poisson une nouvelle fois. On peut citer Durkheim qui avait cette jolie formule qui était de dire que la sociologie ne servirait strictement à rien si elle ne pouvait pas engager une heure de transformation. Voilà. Bon, donc m'étant mis là sous les vannes, vous le voyez, de Weber et de Durkheim, qu'ai-je à dire dans mon cas? Moi, dans mon cas, j'ai commencé à m'intéresser aux sans-abri et je travaillais à la SNCF sur les sans-abri dans les gares. Et j'avais du mal à piger que l'on me fasse des grandes tartines sur les sans-abri, les théories pour comprendre les sans-abri, sans se demander comment on pouvait faire pour qu'ils aillent mieux. Voilà. Donc, oui, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Alors, note de bas de page, relisez Weber, Durkheim et tout ce que vous voudrez. Moi, mon choix, c'est de penser que ça ne sert à rien de faire des grandes digressions théorico-économétriques si ça n'est pas ancré sur la réalité. Terminons, pour répondre à cela, je trouve d'ailleurs que les sciences sociales, enfin une grande partie des sciences sociales, versent trop dans l'idéologie ou trop dans l'économétrie ultra élaborée et sans être suffisamment reliées à un minimum de connaissances des réalités, en particulier, enfin, dans le sujet qui nous occupe là, de nos systèmes de protection sociale. C'est des bagarres de bistrot lettrés souvent. Alors, dernière question, vous êtes quelqu'un qui lit beaucoup, qui est curieux de beaucoup de choses de la société. Moi j'ai une question, nous sommes là au mois de novembre, quelle est la lecture de cette année qui a le plus stimulé votre réflexion? Alors moi j'ai mes chouchous. Hein. Alors pas les Damons, hein, que j'ai lus. Voilà. Certains signent des ouvrages et ne les ont pas forcément lus, vous le savez. Ça. Bon. Je les écris même sans intelligence artificielle. C'est précisé en couverture et 100% intelligence naturelle. Bon, à notre époque, c'est absolument remarquable. Oui, c'est pour rigoler. J'aime bien rigoler aussi. Non, mais il y a certains grands auteurs contemporains dont vous avez relu Proust? Non, je n'ai même pas lu Proust, moi. Alors attention, j'ai pas lu Proust, mais je lis Proust en bande dessinée. Et c'est très bien fait. Voilà. Donc, ce n'est pas cette année, encore que je viens de trouver un album chez Général sur cet auteur de bande dessinée qui a tout mis en place autour de Proust. Donc oui, je suis plutôt un illettré, parce que par exemple, je ne lis jamais de romans. Voilà. Parce que je n'ai pas le temps et que je chronique des bouquins anglo-saxons d'économie. Donc, je suis presque un abruti, parce que moi, je lis des BD, voyez-vous. Donc, le dernier Astérix... celui qui sera offert à Noël me semble de grande qualité, qui se passe au Portugal, en Lusitanie, voilà. Donc on finit en rigolant là-dessus. Après, sur mes auteurs fétiches, alors j'aime bien les intellos, aiment bien vous dire « Ah, je relirai mon Aron, etc. » Ça n'est pas vrai, enfin, je le lis de temps en temps, je l'ai lu, je l'apprécie, très bien, mais pas lu. Non, il y a des auteurs, des économistes, moi, surtout, qui m'ont marqué, en particulier cette année, Branko Milanovic, qui est un serbo-américain francophone, qui est un grand spécialiste de l'évolution des inégalités dans le monde, a réussi à publier cette année 2 ouvrages qui sont parfaitement accessibles, extrêmement intéressants. C'est lui qui a inventé, entre autres choses, avec son éditeur, la courbe de l'éléphant, qui montre les évolutions des classes moyennes dans le monde, et qui permet des perspectives sur nos sujets, protection sociale, évolution des modèles sociaux, évolution des sociétés, un regard parfaitement international. Donc lisez Astérix, relisez Raymond Aron, lisez Proust de mon côté en bande dessinée, et lisez Branko Milanovic. Julien Damon, merci. Merci.